À la suite d'Adam Smith, on va étudier le deuxième économiste classique qui est l'un des fondateurs principaux de la pensée classique, à savoir David Ricardo. La pensée de David Ricardo peut être étudiée à travers les points suivants: la valeur, la répartition et le commerce extérieur. Concernant la théorie de la valeur, David Ricardo reprend la distinction de Smith entre la valeur d'usage et la valeur d'échange et adhère au principe de la valeur travail, mais son raisonnement est différent de celui d'Adam Smith. Pour lui, un bien doit avoir une valeur d'usage pour posséder une valeur d'échange, c'est-à-dire que les objets ne peuvent être échangés que s'ils sont utiles. L'utilité donc est une condition nécessaire à l'existence d'une valeur d'échange, mais cela ne veut pas dire que l'utilité qui mesure la valeur d'échange, quoi qu'il soit absolument essentiel pour avoir une valeur d'échange. Alors, quelle est la source de la valeur d'échange chez David Ricardo? La source de la valeur d'échange des biens utiles est double. Donc, on l'a dit, il faut qu'un bien soit utile pour avoir une valeur d'échange. D'une part, il dépend de la rareté des biens et d'autre part, de la quantité du travail nécessaire à leur production. Il distingue alors deux types de biens. Ceux qui tirent leur valeur de leur rareté, tels que les objets d'art, les tableaux, les vins de qualité, etc. Ces biens ne peuvent être reproduits par le travail. Leur valeur dépend donc de leur rareté. La seconde catégorie des biens est ceux qui sont reproductibles par le travail. Toutefois, la première catégorie des biens, à savoir les biens qui sont utiles et qui sont rares, ils ne pèsent que très faiblement dans les objets échangés sur le marché. Ainsi, David Ricardo délimite le champ de sa théorie de la valeur aux marchandises reproductibles dans un régime de libre concurrence, c'est-à-dire qu'on peut reproduire. Alors, pour lui, pour mesurer la valeur d'un objet, il dit que la valeur d'échange d'une marchandise se trouve dans la quantité du travail nécessaire à sa production, c'est-à-dire la quantité du travail incorporé ou contenu dans la marchandise et non pas, contrairement à Adam Smith, la quantité du travail que la marchandise permet d'acquérir ou bien de commander. Il distingue en plus ce qu'on appelle le travail direct et le travail indirect. Pour lui, le travail incorporé à prendre en considération dans la détermination de la valeur des marchandises n'est pas seulement le travail immédiatement appliqué à leur production, mais aussi le travail consacré à la production des outils et bâtiments qui utilisent le travail immédiat. Par conséquent, la valeur d'échange d'une marchandise dépend du travail direct, bien sûr apporté par l'ouvrier, ce qu'on appelle la main-d'œuvre, et indirect, c'est-à-dire le travail nécessaire à la fabrication des moyens de production utilisés dans la production de la marchandise que nécessite la production. Donc le travail direct, c'est le travail fourni par l'ouvrier, et le travail indirect, c'est le travail contenu ou bien nécessité par la production des biens d'équipement et des locaux utilisés pour la production de la marchandise. Ainsi, pour comparer deux objets, le rapport d'échange entre deux marchandises, il est déterminé par le rapport des quantités du travail nécessaires à leur production. La valeur de l'objet A sur la valeur de l'objet B est égale à la quantité du travail nécessaire à la production du produit A sur la quantité du travail nécessaire à la production de l'objet B. Toujours à la suite d'Adam Smith, il distingue deux catégories de prix, à savoir le prix naturel et le prix courant. Le prix naturel correspond à la quantité de travail nécessaire à la production de la marchandise et le prix courant
comme on l'a dit chez Adam Smith, il est fonction de l'offre et de la demande. Donc le prix courant peut s'écarter de façon accidentelle et temporaire du prix naturel, mais le prix courant tend à se rapprocher toujours du prix naturel. En effet, si le prix courant augmente, l'offre, bien sûr, s'accroît et les prix tendent à diminuer et vice-versa jusqu'à ce que le prix, bien sûr, jusqu'au niveau du prix naturel. Donc il y a une tendance à l'égalisation des taux de profit lorsque les marchandises sont à leur prix naturel. Maintenant, la théorie de la répartition. C'est à ce sujet, à savoir la théorie de la répartition, constitue l'un des apports originaux de David Ricardo. Et par rapport, il a apporté une valeur ajoutée par rapport à l'analyse de Smith. Il reprend la distinction entre trois catégories de revenus, à savoir le salaire que reçoit l'ouvrier, le profit que reçoit le capitaliste, apporteur du capital, et la rente pour les propriétaires fonciers qui ont mis à la disposition de la production les terrains. Mais c'est la répartition salaire-profit qui l'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un défenseur, bien sûr, du capitalisme. Alors, pour lui, la rente, il correspond, comme on l'a dit, au prix payé par les fermiers aux propriétaires pour pouvoir utiliser la terre. Mais là, il a approfondi l'analyse en élaborant ce qu'on appelle la théorie de la rente différentielle. Et il explique, bien sûr, cette rente différentielle par la différence dans les qualités des terres. Comment la rente, bien sûr, différentielle se constitue? Si on suppose que la terre fertile pour nourrir la population dans un pays est abondante, donc automatiquement il n'y aurait pas de rente. Pourquoi? Parce que donc personne n'aura besoin de louer la terre. Donc la terre n'aura pas, bien sûr, donc il n'y aura pas de rente, il n'y aura pas de rémunération. La valeur de blé sera strictement déterminée par la quantité de travail nécessaire à la production. Chacun dispose donc de la terre, donc il n'a pas intérêt à la louer, donc il ne paye pas de rente. Mais avec l'augmentation de la population, c'est clair que, bien sûr, les terres fertiles vont devenir de plus en plus moindres. Donc il faudrait mettre en valeur d'autres terres moins fertiles. Celles-ci donc demandent une quantité de travail plus importante pour produire la même quantité de blé et la valeur de ce blé sera élevée. La rente est donc payée parce que la terre est rare. Bien sûr, lorsque les terres fertiles sont rares et on a une population qui n'est pas satisfaite, c'est-à-dire qui n'est pas alimentée, donc on a besoin de préparer d'autres terres à la culture. Et ces terres-là vont demander, bien sûr, des travaux de défrichement, de culture, d'enlèvement des pierres, etc. Donc, le coût de la terre sera élevé. Et l'exemple suivant va nous montrer comment se forme cette rente différentielle. Si on prend le terrain, on a trois terrains qui fonctionnent grâce à un capital égal, qui est un capital égal. Bon, le terrain 1, il nous donne un produit net, bien sûr, de 100. Donc, ici, il n'y a pas encore de rente. Pourquoi? Parce que la terre, elle est abondante. Mais avec l'évolution de la population, donc on a besoin de préparer d'autres terres moins fertiles pour pouvoir satisfaire la demande de la population, bien sûr, en augmentation. Donc, on passe à un deuxième terrain. Donc, le produit, bien sûr, de cette terre moins fertile, il va tomber de 100 à 90. Donc, là, il y aurait une rente, bien sûr,
de 10, c'est-à-dire 100 moins 90 du produit net. Pourquoi? Parce que le prix sur le marché, il est le même pour le blé. Donc, abstraction faite, bien sûr, de la terre qui a servi à la production, bien sûr, de ce blé. Mais le propriétaire, bien sûr, foncier et le producteur, il n'acceptera jamais de vendre, bien sûr, avec un coût, avec un prix inférieur au coût de production. Donc, chaque fois qu'on fait appel à des terres moins fertiles, le coût de production augmente, ce qui implique, mais le prix, il est le même, ce qui implique que le terrain qui est fertile, ça permet à son propriétaire de gagner, bien sûr, la différence de production. Si on passe au terrain numéro 3, donc il est moins fertile que le deuxième, ce qui implique que le produit net, il baisse à 80. Ce qui implique que la rente pour le premier terrain qui est très fertile, elle est de 20. La rente pour le deuxième fertile, elle est de 10. Et ainsi de suite. Donc ce qui implique que comme je l'ai dit, le prix de la marchandise, c'est-à-dire du blé, il est le même, c'est-à-dire tout le blé, quelle que soit la qualité de sa terre, se vend au prix qui correspond à la quantité du travail nécessaire pour l'obtenir sur les terres moins fertiles, c'est-à-dire c'est le coût de production. C'est donc uniquement parce que la terre varie dans sa qualité qu'on va payer une rente pour avoir la faculté de l'exploiter. Le prix du blé augmente au fur et à mesure qu'on fait appel à des terres de moins en moins fertiles. La rente est ainsi appelée à s'accroître avec le progrès naturel de la population. Chaque fois que la population augmente, on a besoin de préparer d'autres terres pour pouvoir satisfaire les besoins de cette population. Et comme, bien sûr, les rendements sont décroissants, donc la rente est appelée, bien sûr, à augmenter. Maintenant, pour les salaires, prix du travail. Comme toute marchandise, on l'a dit, le travail, il a un prix naturel et un prix courant. Le prix courant, c'est le prix que reçoit l'ouvrier réellement, en fonction de la fluctuation de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Et le prix naturel, on l'a dit, il dépend des prix, des biens de subsistance et des objets nécessaires à l'entretien de l'ouvrier et de sa famille. Mais, donc là, on voit que la rente, elle dépend, bien sûr, de la terre. Et avec les rendements décroissants, on voit qu'elle a tendance à augmenter. Donc, qu'est-ce qui reste sur le produit net? Il reste la part du salaire et la part du profit. L'évolution des salaires, on a dit qu'elle dépend de l'offre et de la demande et du prix des denrées que l'ouvrier achète par son salaire. Donc, avec la difficulté de produire des subsistances qui fait élever la rente et les salaires, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, le prix naturel des salaires, c'est la quantité des biens nécessaires à la satisfaction des besoins de l'ouvrier. Si les prix augmentent, ce qui implique que les salaires vont augmenter. Si les salaires augmentent, ce qui implique que les profits vont baisser. Toutefois, une différence importante existe entre les deux hausses de la rente. La hausse de la rente, elle est réelle, parce que, alors que celle des salaires, elle est fictive. Donc, le sort de ces derniers est appelé à se dégrader. Donc, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la loi antagonique entre les salaires et les profits. Les profits, si les salaires augmentent, les profits vont baisser. Si les salaires, donc pour garder les profits en augmentation, il faut que les salaires, bien sûr, soient diminués. Pour cela, comme c'est le blé, les ouvriers, ils consomment la quantité importante, leur consommation, elle est constituée en gros des prix du blé, donc on a intérêt à garder les prix du blé, bien sûr, un peu bas. Comment? La production nationale,
bien sûr, il est limité. Pourquoi? Parce que les terres sont de moins en moins fertiles et les rendements sont décroissants. Donc, il faut faire appel au commerce extérieur pour contrecarrer, bien sûr, cette tendance à la baisse des profits. Pourquoi? Parce que si les profits baissent, les entrepreneurs ne vont pas, bien sûr, produire le blé. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas, ce qui les intéresse, c'est le profit. S'ils ne produisent pas, ce qui implique que la production nationale doit baisser. Si la production nationale baisse, c'est la croissance, bien sûr, du pays qui est en état stationnaire. Donc, pour contrecarrer, comme je viens de dire, cette tendance à la baisse, bien sûr, des profits, on fait appel au commerce extérieur. C'est-à-dire, il faut importer le blé, comme ça, le blé sera en quantité abondante et les prix du blé ne vont pas augmenter. Et même si les salaires n'augmentent pas, c'est ce qui intéresse l'ouvrier, c'est le pouvoir d'achat, bien sûr, pour acheter le blé, pour satisfaire ses besoins. Mais, donc là, c'est une innovation en termes, bien sûr, du commerce extérieur par rapport à l'analyse d'Adam Smith. D'Adam Smith, il nous dit que la spécialisation selon les avantages absolus, c'est-à-dire si un pays peut nous fournir un produit à un prix inférieur à celui à notre coût de production, on a intérêt à l'importer. Mais l'analyse de David Ricardo, elle est différente, bien sûr, de Smith. Pour lui, l'origine du commerce extérieur entre deux pays n'est pas la différence entre les coûts du même bien, mais la différence dans l'échelle des prix de revient des différents biens. Si on prend le cas de la Grande-Bretagne et du Portugal, le Portugal, il a un coût de production inférieur à celui de la Grande-Bretagne. Donc on va dire que la Grande-Bretagne, il a intérêt à importer tous les biens dont elle a besoin. Ce qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas les moyens pour, bien sûr, payer ses exportations, ses importations. Ainsi, même si, en appliquant la loi des avantages comparatifs, comme je l'ai dit, ce n'est pas la comparaison entre les prix d'un même bien, mais c'est la comparaison des prix des différents biens à l'intérieur du même pays. Ainsi, chaque pays doit se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il dispose de l'avantage comparatif, à savoir le coût de production le moins élevé. Maintenant, on passe à notre économiste classique, Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say a été rendu célèbre par la fameuse loi des débouchés, qui dit que toute offre crée sa propre demande. Il ne peut y avoir de surproduction. Donc il est à la lignée de la main invisible d'Adam Smith. Il est à la lignée de la main invisible d'Adam Smith. Donc, pour lui, la possibilité d'un déséquilibre global causé par une insuffisance de la demande par rapport à l'offre ne peut se concevoir. Toute offre crée sa propre demande, donc il n'y aurait ni demande insatisfaite, ni offre excédentaire, c'est-à-dire une surproduction. Toujours, il y aurait un équilibre automatique. Pour justifier ou bien pour démontrer cette affirmation, l'argumentation de Say, elle est simple. On dit que les produits, ils sont fabriqués et ils sont vendus, ce qui donne naissance à un revenu. Ce revenu sera utilisé lui-même à l'achat des biens qui sont sur le marché. Une partie sera affectée à l'acquisition des biens de consommation et l'autre, bien sûr, qui n'est pas consommé, c'est-à-dire l'épargne, il sera utilisé à l'achat des biens de production. Bien sûr, ici, comment il justifie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de surproduction. Pourquoi? Parce que pour lui,
la monnaie n'est qu'un voile. Il cache l'échange des biens contre d'autres biens. L'individu, il arrive sur le marché, il apporte des biens. Bien sûr, il vend ses biens pour acheter d'autres biens. Il a apporté des pommes de terre, il a vendu ses pommes de terre et il a un revenu, c'est-à-dire le produit de ses ventes, qui est la monnaie, et cette monnaie même, elle est utilisée à acheter d'autres, bien sûr, biens. La monnaie, il n'a pas de valeur, donc il n'a pas intérêt à garder la monnaie sur lui. Donc la monnaie ne sert qu'à faciliter les échanges. Donc c'est comme j'ai dit, c'est un voile. Il cache l'échange entre des biens contre des biens. Donc pour lui, toujours, il n'y aurait pas d'épargne. C'est-à-dire, la monnaie ne peut pas être gardée par l'individu car il n'a pas de valeur, il ne sert à rien qu'à faciliter les échanges. Mais la loi de Say a été critiquée d'abord par Malthus et après par Keynes. L'ajustement de la production et du revenu n'est pas automatique. Pourquoi? Parce qu'une partie du revenu, c'est-à-dire celle qui n'est pas consommée, peut être thésaurisée, donc retirée du circuit économique. Malthus, il considère qu'il n'y aurait pas d'épargne, donc il n'y aurait pas de thésaurisation. Mais dans la réalité, bien sûr, on voit que l'individu peut garder une épargne. Donc s'il y a une épargne, donc c'est un manque de revenus, ce qui implique qu'il y aurait une production qui ne trouve pas d'acheteur. Donc les décisions, pourquoi? Parce que les décisions d'épargne et d'investissement sont largement autonomes et n'ont aucune raison de s'ajuster spontanément. Pour lui, l'épargne est égale à l'investissement. Donc, soit on achète des biens de consommation, soit des biens de production. Donc, il n'y aurait pas de thésaurisation. Mais dans la réalité, bien sûr, on peut garder une épargne si les conditions d'investissement ne sont pas remplies. Maintenant, un autre économiste, c'est Robert Malthus, Théodore Robert Malthus. Malthus est profondément attaché au capitalisme. C'est l'un même des défenseurs du capitalisme. Mais sa vision du capitalisme, elle est pessimiste. Donc, à la lignée, comme je l'ai dit, des libéraux qui défendent, bien sûr, le capitalisme. Donc, Malthus, c'est l'un des principaux défenseurs de ce capitalisme. Mais il conteste, comme je l'ai dit, la loi des débouchés. Il affirme qu'il y aurait possibilité des crises générales de surproduction. Pourquoi? Parce que les revenus n'est pas totalement dépensés, une partie peut être épargnée, donc ce qui montre qu'une partie de la production risque de rester en mévente. Et son apport principal, c'est celui de la loi de la population, qui défend l'idée que le capitalisme n'est pas responsable de la pauvreté qui accompagne l'industrialisation, bien sûr, après la révolution industrielle. Et la pauvreté qui sévit à l'époque, pour lui, n'est pas la responsabilité du capitalisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a déjà certains socialistes qui disent que cette condition de pauvreté et cette condition sociale qui affecte les ouvriers, notamment les femmes, les enfants, etc., n'est pas due au capitalisme. Mais c'est un phénomène naturel qui dépend du déséquilibre entre le rythme d'accroissement des produits alimentaires et le taux d'accroissement démographique, de plus en plus rapide. Pourquoi? Parce que pour lui, il a élaboré deux progressions. Pour lui, la population augmente en progression géométrique, alors que les productions alimentaires suivent une progression arithmétique. Et il l'explique par le rendement décroissant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre assez suffisante pour produire l'alimentation nécessaire à une population qui ne cesse d'augmenter. Donc pour lui, toujours, c'est
cette pauvreté, elle est due à un déséquilibre entre une population qui ne cesse d'augmenter et qui suit une progression géométrique, alors que la nourriture suit une progression arithmétique. Maintenant, on passe à la deuxième école du Coran libéral, à savoir l'école néoclassique. Donc, on les appelle les nouveaux classiques. Bien sûr, c'est un courant de pensée qui est apparu au début des années 1870 pour rénover la pensée classique après les critiques qu'elle a subies de Marx. Et c'est un courant qui est apparu dans 3 pays et en même temps par 3 auteurs qui ne se connaissent pas. Karl Menger en 1871 à Vienne, Jevons à Manchester, 1871 toujours, et Léon Walras à Lausanne en 1874. Donc on voit que c'est un courant qui est forgé par 3 principaux auteurs qui appartiennent à des pays différents, mais en même temps. Ces 3 auteurs donc, ont donné naissance à 3 écoles néoclassiques distinctes. L'école de Lausanne avec Léon Walras et Pareto, l'école de Vienne avec Menger et l'école de Cambridge avec Jevons. Quelles sont les principales idées néoclassiques? L'objectif principal des néoclassiques était de construire l'économie sur de nouvelles bases en essayant de lui accorder un statut de science. Donc, si vous vous rappelez, au début, on a posé la question, est-ce que l'économie est une science sociale ou une science exacte? Donc, l'objectif des néoclassiques, c'est de faire de l'économie une science, au même titre de la chimie ou de la physique. Et ils croient qu'en introduisant les mathématiques dans le raisonnement économique, ils vont faire de l'économie une science exacte. Et ils ont introduit ce qu'ils appellent le raisonnement à la marge. Alors, maintenant, quelle est cette méthode ou bien ce raisonnement à la marge? Dans leur analyse, les néoclassiques, ils se basent sur les notions d'utilité marginale et d'équilibre automatique du marché et sur une démarche microéconomique fondée sur l'individu en tant que Homo economicus. L'Homo economicus, c'est un individu abstrait, fictif, qui agit rationnellement, c'est-à-dire en essayant de maximiser sa satisfaction compte tenu de ses ressources limitées. Donc la méthode d'analyse des néoclassiques, elle est microéconomique. Si vous vous rappelez, au début, on a dit qu'on a 2 types d'analyse de méthodes d'analyse en économie. L'analyse micro et l'analyse macro. L'analyse macro, elle est centrée sur l'individu, qu'ils appellent Homo economicus. Donc, ici, cet individu, il est rationnel. Et ce qui l'intéresse, c'est de maximiser sa satisfaction avec un minimum, bien sûr, de coûts, tout en tenant compte, bien sûr, de ses ressources qui sont limitées. Alors, les néoclassiques sont aussi, c'est pourquoi on les appelle les marginalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit la notion de raisonnement à la marge et la notion d'utilité marginale. Celle-ci, c'est la satisfaction que procure la consommation d'une unité de biens supplémentaire. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'utilité marginale? C'est que l'utilité diminue au fur et à mesure qu'augmente la consommation de la marchandise. C'est le principe de l'utilité marginale décroissante. Je donne un exemple. Par exemple, on a soif. Donc, un verre d'eau procure une grande satisfaction, le premier verre d'eau. Un second verre, une satisfaction un peu moins grande. Le troisième, une satisfaction un peu plus basse. Donc, chaque fois jusqu'à satisfaction. Donc, on dit un besoin satisfait,
l'utilité du bien est nulle. Donc l'utilité marginale du verre d'eau, il décroît avec la quantité, bien sûr, consommée. Donc on va consommer jusqu'à ce qu'on n'en peut plus et le verre d'eau, il n'aura plus, bien sûr, donc d'utilité. Donc c'est pourquoi on dit la loi de l'utilité marginale décroissante. À partir de cette utilité et du postulat de la rationalité des individus, c'est-à-dire les économistes néoclassiques, ils analysent le comportement du consommateur, à savoir le demandeur et du producteur. Donc, on dit l'individu, qu'il soit consommateur ou producteur, il est rationnel. C'est quoi il est rationnel? Il cherche à maximiser sa satisfaction tout en diminuant et en minimisant ses dépenses. Donc, le consommateur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à avoir le maximum de satisfaction, c'est-à-dire à optimaliser sa satisfaction, mais avec un coût le moins élevé. Donc sa satisfaction optimale, c'est l'équilibre, il est atteint lorsque les utilités marginales sont égales pour chaque bien en tenant compte des prix relatifs. Le producteur est aussi un agent rationnel. Son objet, c'est quoi? Bien sûr, c'est de maximiser son profit. Donc, c'est de minimiser ses coûts. Dans ce but, il produit des biens en combinant des facteurs de production. Le travail, les machines, la terre. Comme le consommateur, bien sûr, le producteur, il a une situation d'équilibre. Lorsque le coût de production d'une unité supplémentaire de marchandises est égal au revenu qu'il tire. C'est-à-dire, lorsque le coût de production est égal au prix de vente. Donc, en ce moment, il n'a plus intérêt à produire. Pourquoi? Parce que le coût de production doit être supérieur au prix. Donc, le profit va baisser. Donc, en confrontant l'offre et la demande globale, pour un produit, on trouve la situation d'équilibre qui indique le prix auquel s'échange le produit. Pourquoi? Parce que sur le marché, on a plusieurs producteurs et on a plusieurs consommateurs. Donc la demande globale, c'est la somme des demandes individuelles exprimées sur le marché. Et l'offre globale, c'est l'ensemble des offres des biens offertes sur le marché. En raisonnant donc sur le marché, Alfred Marshall a fait l'étude d'un équilibre partiel. Léon Walras a proposé un modèle d'équilibre général. Il prend en compte l'interdépendance des marchés. C'est quoi? Bon, pour Marshall, il analyse bien sûr l'équilibre sur un marché. Comme on le sait, on a le marché des biens et services, le marché du travail et le marché, bien sûr, des capitaux. Pour Léon Walras, l'équilibre général, il dit qu'il y a une interdépendance entre le marché du travail, le marché des biens et services, le marché des capitaux. Donc s'il y a un équilibre sur un marché, il ne peut y avoir équilibre sur un marché sans qu'il y ait équilibre sur tous les marchés. C'est pourquoi il parle d'équilibre général et Alfred Marshall parle d'équilibre partiel sur un seul marché. Maintenant, on a dit que les classiques et les néoclassiques, ils forment le courant libéral, mais à travers la présentation des classiques et des néoclassiques, on voit qu'il y a des points communs et il y a des points de divergence. Alors, dans quel domaine on peut dire qu'il y a une continuité et il y a une rupture entre les classiques et les néoclassiques? Le premier point commun, c'est qu'ils font confiance au marché, soumis à la libre concurrence. C'est la non-intervention de l'État qui est l'un des principes, bien sûr, du libéralisme. La libre concurrence doit amener à une allocation optimale, bien sûr, de ressources pour réaliser une efficacité et une efficience. C'est que lorsqu'il y a une concurrence, donc les producteurs ont intérêt à améliorer la qualité de leurs produits et, bien sûr, à vendre avec un prix plus ou moins adapté au pouvoir d'achat du consommateur. C'est là où il y a une efficience et une justice, bien sûr, sociale. En revanche, les néoclassiques, ils rejettent les théories de la valeur travail au profit de la valeur utilité. Donc comme on l'a dit pour les classiques,
l'origine de la valeur, la source de la valeur, c'est le travail. Travail commandé chez Adam Smith et travail incorporé chez David Ricardo. Alors pour les néoclassiques, pour eux, la valeur d'un produit dépend de la valeur de son utilité, à savoir la capacité d'une chose à satisfaire les besoins humains. Pour eux, s'il n'y a pas d'utilité, il n'y aura pas de valeur. Donc c'est l'utilité qui détermine la valeur d'un bien sur le marché. Donc la valeur n'est donc pas inhérente au bien, mais elle dépend de l'utilité du bien par rapport à un individu. Par exemple, on a deux individus qui arrivent sur le marché. Pour l'un, le bien, il est très utile et moins utile pour l'autre. Donc, bien sûr, l'individu pour qui le bien, il est très utile, c'est clair qu'il sera disposé à payer un prix assez élevé par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas le bien qui détermine sa valeur, mais c'est son utilité par rapport à l'individu qui détermine, bien sûr, donc sa valeur. Donc, le prix d'un bien n'est pas déterminé par la production, mais par le marché. C'est sur le marché, c'est en fonction de son utilité par rapport, bien sûr, au consommateur que sa valeur se détermine. Pour les néoclassiques, la société est composée uniquement d'individus, c'est ce qu'on appelle l'analyse microéconomique. Contrairement aux classiques, on l'a dit, bien sûr, au début qui envisage des classes ou des groupes sociaux. Donc on a parlé, bien sûr, de la classe des capitalistes, des ouvriers, des propriétaires, bien sûr fonciers. Et on a dit que les capitalistes et les ouvriers ont des intérêts antagoniques. Alors, donc, c'est pour les néoclassiques, le raisonnement, il est centré sur l'individu. Donc, leur analyse, elle est microéconomique, alors que l'analyse classique, elle est macroéconomique.